Le face-à-face s'annonçait brutal. Aux yeux des manifestants, les policiers étaient trop nombreux ce samedi à Nantes. Quand on voit l'importance des forces de l'ordre, on a l'impression qu'il y a une volonté de provoquer, quand même. On accuse toujours les manifestants, on parle des casseurs, mais c'est n'importe quoi comme truc. Et c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas toujours tendre l'autre joue, c'est pas possible. 250 policiers selon la préfecture, 400 selon leur syndicat. Et face à eux, plus de 200 manifestants particulièrement remontés. Les affrontements étaient prévisibles et les zadistes de Notre-Dame-des-Landes en première ligne. De militants d'extrême gauche, plutôt d'extrême gauche, vraiment un noyau fort, entraîné, déterminé, qui ont déjà fait des campagnes. Et puis autour de ces gens-là viennent se greffer des gens jeunes ou moins jeunes, qui finalement sont en manque de repères, en mal vivre, en mal de la société. Bilan de ces affrontements, selon la préfecture, 3 policiers et 3 manifestants blessés. Et le conflit qui continue sur le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, à tel point que certains demandent aujourd'hui l'évacuation immédiate de la ZAD. Le président de la République et le Premier ministre sont entièrement responsables et coupables parce qu'ils laissent pourrir une situation qui n'a que trop duré. Il faut évacuer par la force. Au terme de cette journée de violence, 21 personnes ont été interpellées, elles ont été relâchées et seront jugées dans les prochaines semaines. Une nouvelle manifestation est prévue samedi, mais cette fois-ci à Notre-Dame-des-Landes. Ils s'appelaient Durand, Priou, Guimarch. Leur nom n'est pas resté dans les livres d'histoire, mais la plupart de ces soldats issus de Loire-Inférieure ont perdu la vie sur les champs de bataille de la guerre 14-18. Un siècle après le conflit, le département leur rend hommage avec une exposition. Le département de Loire-Atlantique a mis plus de 50 ans à se sortir de la guerre de 14. Pourquoi ? Parce que 100 000 blessés, près de 30 000 morts. Ces gens-là ont écrit, ont raconté avec leurs mots. Ils ont dit l'horreur de la guerre d'abord. Et puis ils ont dit leur espérance dans la paix et la reconstruction de leur pays. Alors il n'est pas question de chars d'assaut ou d'armement. Ici, on parle de l'humain, celui qui sous l'uniforme a vécu la guerre. Lettres de particuliers, photographies d'époque, publications officielles. Les archives départementales ont réuni un fonds documentaire considérable pour cette exposition. Et l'important, c'était de retrouver les archives, les documents d'archives qui sont des preuves, qui sont des traces, qui sont des témoignages, qui permettent de raconter la guerre. Et donc on a une hiérarchie dans l'exposition qui est de mettre en avant des questionnements, les documents d'archives qui sont comme des formes et des fragments de réponses à ces questionnements-là. L'exposition C'était la guerre est visible à l'hôtel du département jusqu'au 29 mars prochain. Vieux pneus usés, compost et poireaux pourris, une vingtaine de tracteurs ont craché des tonnes de déchets agricoles devant la préfecture en plein centre-ville de Nantes. Les agriculteurs nantais sont en colère et bien décidés à le faire savoir. Devant la préfecture, parce qu'aujourd'hui c'est bien l'État français qui est visé. Dans le monde agricole aujourd'hui, il y a un réel mal-être avec toutes ces contraintes environnementales, administratives, les normes qui n'en finissent pas, qui s'accumulent. Nous agriculteurs, on ne demande pas de travail. Vous savez, du travail, on en a bien assez dans nos exploitations. On demande juste de la reconnaissance et de pouvoir exercer notre métier en toute sérénité. La manifestation était tout sauf sereine. En 1 heure, le quai Senneret était transformé en déchetterie gigantesque. On vient ramener notre merde ici parce que tout simplement on n'a pas le droit d'aller la gratter, on n'a pas le droit de la stocker. Donc à un moment c'est à l'État de prendre ses responsabilités et de savoir comment avoir des ambitions à la hauteur de leurs mesures écologiques. Aujourd'hui, l'État et surtout le ministre de l'écologie, Ségolène Royal, étaient la cible. Mais les agriculteurs annoncent déjà d'autres actions visant la grande distribution dans les semaines à venir. Ne vous inquiétez pas, aujourd'hui c'est la première étape, mais il est bien entendu que tout ce qui tourne autour de la grande distribution, ça fera partie de la deuxième étape dans les semaines qui vont venir. Dégoûtant, scandaleux, choquant. Les réactions sur les réseaux sociaux aux images recueillies hier par Télé Nantes à la manifestation des agriculteurs sont nombreuses et vives. Rappelons les faits, la FNSEA et les jeunes agriculteurs avaient rassemblé 300 agriculteurs en colère devant la préfecture de Loire-Atlantique. Quelques-uns d'entre eux s'en sont pris à des ragondins en les maltraitant, en les couvrant de peinture rose avant d'en écraser certains sous les roues de leurs tracteurs. Les associations de protection animale sont enragées.
L214 et la Fédération Brigitte Bardot ont décidé de poursuivre les responsables en justice. Les images qui ont été diffusées par Télé Nantes étaient extrêmement choquantes. Elles ont d'ailleurs amené beaucoup de réactions au niveau de nos sympathisants et nous tenons à nous élever contre ces comportements et à porter plainte pour acte de cruauté. Dans la presse locale, le président de la FNSEA 44, principal organisateur de la manifestation, s'est défendu. Il rappelle que les ragondins sont des animaux nuisibles. Il évoque aussi un décalage profond entre les citadins et le monde rural. Mais les organisations défendant les animaux ne veulent pas entendre ce message. L'animal reste un être vivant, un être sensible, donc nuisible ou pas, il est avant tout un être vivant, un être sensible et il ne peut pas être considéré comme un objet. Sollicité par notre rédaction, la FNSEA n'a pas voulu réagir sur notre antenne. CV en ligne, candidature par mail, démarcher par Internet pour trouver un emploi, c'est presque devenu banal. Mais aller directement à la rencontre du recruteur, c'est peut-être plus efficace. C'est en tout cas l'un des enjeux de Place à l'emploi. Donc ici, le contact humain est primordial, quoi. Avoir des avis vraiment personnels de gens qui sont dans le métier et qui vont nous donner leur avis, s'il y a du débouché, si c'est un métier d'avenir, toutes ces informations qu'on ne peut pas trouver sur Internet, des vrais témoignages, quoi. Et avec les stands présents sur le salon, il y avait de quoi améliorer son réseau. Industrie agroalimentaire, entreprises liées au numérique, mais aussi le secteur touristique. C'est d'ailleurs l'une des spécialités du cabinet Différence, un centre qui propose des formations par alternance. Et là aussi, le contact humain reste important. Oui, aujourd'hui, sur un CV qui sont quand même assez normés, on va mettre en avant des compétences qu'on a, mais on ne va pas réussir à transmettre sa motivation à travers son savoir-être. C'est bien la présence physique lors d'un salon ou lors d'une réunion d'information ou d'un entretien qui va permettre de confirmer cette motivation par sa présence auprès du recruteur. Lors de l'édition 2013, Place à l'emploi avait donné lieu à 245 recrutements. Cette année, plus de 300 offres d'emploi étaient proposées au public. Le moment est rare et plutôt impressionnant. Lorsqu'on franchit la porte de l'ancienne maison d'arrêt, on en ressent l'atmosphère si particulière. De la cour de promenade jusqu'aux cellules petites, vétustes. Dans les cellules, il y avait des lits, donc des lits superposés, des grands lits superposés avec 12 places. Il y a une toilette pour 12. Au fur et à mesure, ces prisonniers d'un jour s'imprègnent. C'est surtout un événement de pouvoir visiter un tel bâtiment et de prendre conscience en fait de ce que vivent les gens. Et bon, c'est un peu dur, quoi. C'est assez oppressant. Parmi eux, certains connaissent intimement les lieux. Johan y a été incarcéré dans les années 90. Rien n'a changé. Ça fait ça fait un passement au cœur. C'est dur ici. Comme pour aider les murs à livrer leurs souvenirs, 6 artistes ont été invités à peindre l'univers carcéral. L'initiative est celle de 2 associations nantaises qui organisent 3 soirées musicales en parallèle de ces visites. On s'était dit qu'il était intéressant de proposer une programmation musicale et aussi graphique pour pouvoir sensibiliser la population à l'univers carcéral sans prendre un ton misérabiliste, mais plutôt d'utiliser le vecteur de la culture comme axe pour sensibiliser sur ces thèmes-là. 2 journées de visite sont encore prévues demain et samedi prochain pour que les Nantais découvrent enfin ce lieu emblématique de la ville pour la première fois de l'intérieur. Le patronat nantais et l'association Plein Centre se disaient confiants il y a quelques jours. Les discussions leur ont donné raison. L'accord a donc été signé ce matin. Autour de la table des négociations, 3 organisations d'employeurs, 2 associations de commerçants et 3 syndicats de salariés. On est satisfait de cet accord parce que c'est un accord qui encadre le travail des dimanches avant Noël, qui l'encadre en précisant que le patronat est hostile à l'idée de travailler le dimanche, puisque c'est dans les articles de l'accord, donc ce qui est quand même un fait important. D'abord, il faut rappeler cette règle qui est celle du volontariat. Donc seuls les salariés qui le souhaitent travailleront le dimanche. Ils seront payés double conformément aux lois du travail. Et puis enfin, ils auront la possibilité de s'exprimer sur une plateforme numérique que nous allons mettre en place en collaboration avec les syndicats de salariés sur les conséquences que ce travail du dimanche aura pu avoir
avoir sur leur emploi. Une sorte d'enquête sur Internet gérée par Nantes Métropole et réservée uniquement aux salariés du centre-ville de Nantes. Elle sera anonyme et permettra de faire le bilan après les fêtes. Les salariés vont pouvoir s'exprimer en fonction des réactions, notamment sur les incidences financières, mode de garde, mode de transport. Il est prévu dans l'accord de revenir là-dessus dans un bilan et de prendre en compte finalement ces questions-là. Dans cet accord, un absent de taille, la CGT qui s'est toujours opposée aux négociations. Les signataires, quant à eux, se sont déjà donné rendez-vous. Ils se retrouveront en février prochain pour une réunion autour de l'attractivité économique des commerces métropolitains. Une partie de foot pour s'amuser un peu, de la musculation pour rester en forme. Les 400 marins russes devraient encore passer plusieurs jours à Saint-Nazaire. Pris au piège dans la crise diplomatique qui oppose la France à la Russie, le porte-hélicoptère Vladivostok n'est pas prêt de larguer les amarres. Quand ? Nul ne le sait. Et quand les marins russes poussent les portes du Siemens Club, c'est d'abord pour se détendre et communiquer avec leur famille. Ce sont des marins militaires et évidemment, ils ne parlent pas de ce sujet et nous évitons d'en parler aussi parce qu'on veut qu'ils restent dans ce local un peu comme à la maison et qu'il n'ait pas une pression. Je pense qu'ils ont assez de pression comme ça. Cela fait 4 mois et demi qu'ils sont arrivés sur leur bateau-école. S'ils dorment dedans, les Russes sortent également souvent dans le quartier. Je les vois surtout s'entraîner, des fois ils font un peu de sport. On les a vus un petit peu au début, et puis après, c'est vrai que progressivement on les a moins vus, alors pour quelles raisons je ne peux pas vous dire. Nous en tout cas, la discothèque, ça passe très bien. Le Vladivostok aurait dû quitter le port ce vendredi ou ces prochains jours. La livraison du second BPC, le Sévastopol, est quant à elle prévue dans un an. Ils étaient plus d'1 millier de chefs d'entreprise et salariés du BTP à se réunir ce matin. Une première pour cette branche rarement appelée à manifester, mais en réalité, le secteur traverse une grave crise. De nombreux emplois sont en jeu dans la région. Nos chefs nous disent qu'ils vont mettre 50 personnes au chômage déjà pour commencer au chômage partiel. Et parce qu'il y a moins de boulot. Oui, on est inquiet. On fait tout juste le joint avec Noël, vous vous rendez compte qu'on est au mois de novembre et que l'année prochaine on n'a plus rien à faire. Ça a dégraissé sur les intérimaires, ça a dégraissé sur les contrats à durée déterminée. Et maintenant on est dans le dur et ça va être le personnel. Et on voudrait avoir quand même un soutien de l'État, un soutien des collectivités. Car les collectivités, premiers clients des entreprises de travaux publics, gèlent leurs investissements, voire annulent des chantiers. Premier exemple, le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Les professionnels comptent sur ce chantier qui pourrait créer 800 emplois directs. Après avoir symboliquement déposé leur casque devant la préfecture, une délégation y a été reçue en milieu de journée.